réanimateurs et chirurgiens. Coopération entre anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens, mieux travailler en équipe. Voilà là l'un des points clés de cette réunion. Nous vous écoutons. C'est une bonne question et que nous avons retraduit, que nous avons réécrit en qui fait quoi. Au sein de l'organisme que j'ai eu le plaisir de gérer pendant plusieurs années, qui est l'organisme en charge de l'accréditation des chirurgiens de la spécialité de chirurgie viscérale et digestive, en d'autres termes, la Fédération de chirurgie viscérale et digestive. Étant entendu que le travail que je vais vous présenter tire sa légitimité d'avoir été construit non pas sur des considérations philosophiques, mais à partir d'analyses de risques et d'événements signalés dans le cadre du dispositif de l'accréditation. Donc, quelques informations chiffrées pour argumenter le travail que nous avons fait. Tout d'abord, 2 enquêtes nationales 2004 et 2009 sur la fréquence et la nature des événements indésirables associés aux soins, et qui démontraient que si l'on prenait les problèmes liés à la communication insuffisante entre les professionnels, composition inadéquate des équipes ou la mauvaise définition des tâches, eh bien, pratiquement pour tous les événements indésirables graves survenant en cours d'hospitalisation, c'était 1/3 des cas qui rentraient dans cette analyse de cause. Deuxième argumentaire, tiré celui-ci directement de l'analyse des événements signalés par les chirurgiens engagés dans l'accréditation individuelle dans le cadre de notre spécialité de chirurgie viscérale et digestive. Un peu plus de 330 événements analysés. Un certain nombre de situations décrites, je passe rapidement. Par contre, sur les causes, défaut de communication entre médecins anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens, défaut de communication pour les médecins anesthésistes réanimateurs entre eux, puisque comme cela a été souligné, la façon dont ils ont organisé leur prise en charge suppose que toutes les communications, toutes les articulations de communication entre eux ne sont pas défaillantes. Et enfin, un défaut dans la répartition des tâches, absence de charte, absence de respect de la checklist, absence de désignation et d'identification d'un médecin référent en post-opératoire. Troisième argumentaire, les données, cette fois, de la base REX de l'accréditation, toutes spécialités à risque confondues, près de 29 000 événements analysés et déclarés entre 2011 et 2013. La responsabilité de l'équipe dans les causes profondes des événements indésirables apparaissait dans près de 27% des cas. Et quand on analysait ces causes profondes liées à l'équipe, c'était des problèmes de communication, des problèmes de transmission des informations critiques et des alertes, et des problèmes de communication entre les professionnels de soins et la famille ou le patient. Alors, tout ça a fait qu'on a analysé au sein de la fédération cette situation et pour constater que finalement les bases qui nous permettaient de produire des recommandations étaient assez limitées, voire un peu anciennes, puisque les seules recommandations du Conseil de l'Ordre dont on disposait dataient de 1994 et leur actualisation en 2001. Et donc, j'ai décidé, et nous avons décidé en bureau de la Fédération, de provoquer une session qui a eu lieu en janvier 2013 dans le cadre du congrès de la Société française de chirurgie endoscopique et qui était intitulée « Gestion des risques associés aux relations anesthésistes-chirurgiens ». Cette session de 90 minutes avait été organisée sur le modèle suivant. Un certain nombre de questions étaient posées et nous avions pris soin de solliciter la participation des collègues de la SFAR. Et pour chacune de ces questions, au pupitre, il y avait simultanément un chirurgien et un anesthésiste qui répondaient ensemble à la question posée. Et tout ceci s'était passé remarquablement bien, sauf que, présent dans la salle, un journaliste du quotidien du médecin avait évidemment trouvé remarquable de transformer ça en polémique, ce qui m'a valu 48 heures plus tard, à mon domicile à 9h30 du soir, un coup de téléphone du président de la Haute Autorité de Santé me demandant si j'avais bien pris mes traitements et si, par hasard, je n'avais pas complètement dérapé en matière d'éthique professionnelle, d'aller mettre en cause les collègues qui n'étaient pas de mon organisme accréditeur, etc., etc. Et ça a été très loin, puisque dans le courant de la même année, à une commission risque interspécialité, c'est au niveau de l'éthique que cette question a été reposée. Était-il bien justifié pour des chirurgiens de poser la question de leur relation avec des anesthésistes réanimateurs? Est-ce que c'était acceptable? En fait, le débat a vite tourné court, puisque l'intérêt est rapidement apparu à tous d'arriver à une vision partagée sur ce sujet.
Et donc on a pu poursuivre notre action. La fédération a fait une journée nationale en mars 2014 sur ce sujet, a restitué les conclusions de cette journée au congrès de l'AFC en octobre 2014. Et finalement, l'AFC avait bien évolué, la HAS avait bien évolué, puisque non seulement elle avait fait ça, elle avait accepté ce travail, mais en 2015 elle l'a fait sien, puisqu'on a constitué sous l'égide de la HAS un groupe de travail avec 6 organismes accréditeurs, une société savante, donc la SFAR, avec le CEFAR comme organisme accréditeur, participation d'IBAUD, participation d'un représentant des usagers. Je vous passe le détail des réunions présentielles ou des conférences téléphoniques. Un document qui, au bout du compte, est distribué en relecture à la totalité des organismes accréditeurs, au Conseil de l'Ordre, avec grille d'évaluation. Ce document, c'est celui que je vais vous présenter maintenant, sous une forme que j'essaierai de ne pas rendre trop fastidieuse. Il y a 15 points qui sont signalés et proposés. Et donc, pour chacun de ces points, j'essaierai d'aller directement à l'élément important qui a fait l'objet de la recommandation. Alors, premier point, le dossier du patient. Le dossier du patient doit être consultable dans l'établissement de santé où le patient est pris en charge. En d'autres termes, le dossier appartient au patient et à personne d'autre, et le dossier doit être là où est le patient. C'est à l'origine de bon nombre d'événements indésirables que les informations qui concernent le patient ne soient pas forcément là où le patient se trouve. Deuxième préconisation, tout patient qui est programmé pour une intervention nécessitant la présence d'un médecin anesthésiste réanimateur doit avoir 2 consultations préopératoires, une chirurgicale et une anesthésique. Ce qui est important n'est pas ce qui est écrit en gras, c'est nécessitant la présence d'un médecin anesthésiste réanimateur, quel que soit le type d'anesthésie. En effet, il peut y avoir des patients qui relèvent d'une intervention sous anesthésie locale faite par le chirurgien lui-même, mais qui pour autant doivent justifier de la surveillance d'un médecin anesthésiste, et ces patients-là doivent avoir été vus par le médecin anesthésiste réanimateur en consultation préopératoire. Lors des consultations préopératoires de chirurgie et d'anesthésie, toutes les informations concernant la période périopératoire sont notées et ne sont pas transmises oralement. J'insiste sur le fait qu'elles sont écrites dans le dossier du patient afin d'être portées à la connaissance de chacun. Le chirurgien donc va noter toutes les informations qui sont utiles à être transmises à l'anesthésiste en vue de l'intervention. Ce qui est important, c'est ce qui est souligné, ce sont les termes qui sont utilisés pour la transmission de l'information, car il apparaît dans un certain nombre d'événements indésirables qui sont survenus, la discordance entre le type et les mots utilisés pour transmettre une information entre le chirurgien et l'anesthésiste a pu être à l'origine d'un certain nombre de situations conflictuelles. Le dernier mot est souligné, prévisionnel. En effet, la date d'intervention qui est proposée par le chirurgien au terme de la consultation et tant que le malade n'a pas été vu par l'anesthésiste, cette date ne peut être que prévisionnelle. Elle doit être confirmée lorsque l'anesthésiste aura exercé son art et sa consultation. L'anesthésiste réanimateur note dans le dossier pour en informer les chirurgiens les éléments qui sont jugés pertinents pour l'anesthésie. Là, à nouveau, ce qui est important et ce qui est souligné, c'est que la décision qui est prise par l'anesthésiste engage l'ensemble des anesthésistes qui seront en situation d'effectuer la technique anesthésique. En effet, il peut y avoir un certain nombre de situations discordantes où l'information, et notamment toute l'information bénéfice-risque qui aurait pu être donnée par l'anesthésiste lors de la consultation préopératoire, va se retrouver complètement remise en cause par le fait que ce sera une autre technique d'anesthésie qui aura été faite le jour de l'opération. Et donc, il faut que la totalité de l'équipe d'anesthésistes se considère comme engagée par les informations et la nature des informations qui ont été données lors de la consultation préopératoire. Pour l'anesthésiste et le chirurgien, les demandes de consultation spécialisée doivent être notées et les indications partagées. En effet, il apparaît que dans un certain nombre de cas, le choix de ces évaluations préopératoires par des consultations complémentaires, l'organisation qui est préconisée pour la prise en charge en post-opératoire et notamment par rapport à la disponibilité de lits de soins intensifs, tout ça est fait dans une certaine confusion, ce qui fait que le risque n'aime pas la confusion et en général on va retrouver à l'origine d'un certain nombre de situations dangereuses, voire de risques avérés,
la non-concertation à ce stade. Et donc toutes les modifications qui sont faites par rapport à ces choix de l'opération, de la technique d'anesthésiste, doivent être évidemment tracées dans le dossier et les modifications doivent être motivées. L'appréciation de l'opérabilité, c'est une décision partagée qui concerne autant l'anesthésiste que le chirurgien. Ce n'est pas un jugement d'opérabilité par un anesthésiste, mais c'est un jugement d'opérabilité qui est concerté entre anesthésiste et chirurgien au vu de la nature de l'acte qui est envisagé par le chirurgien. Et c'est après cette concertation anesthésiste-chirurgien que la date définitive de l'intervention peut être confirmée. La programmation est établie conjointement en fonction d'un certain nombre de critères qui ont évidemment qui tiennent compte des impératifs d'organisation de l'anesthésiste et du chirurgien, mais également d'impératifs d'hygiène, de sécurité, d'organisation du secteur péropératoire, mais aussi de la possibilité d'accueil en surveillance post-interventionnelle. Vous savez comme moi que pour un certain nombre d'actes qui sont réalisés aujourd'hui, il y a une nécessité de passage par des lieux particuliers de surveillance. Surveillance post-interventionnelle, c'en est une. Surveillance de lit soins intensifs, c'en est une autre. Et donc tout ceci aboutit à la programmation définitive et au programme opératoire validé. Modalités de changement de programme, elles doivent être concertées à nouveau entre chirurgien anesthésiste et réanimateur et entre chirurgien et anesthésiste réanimateur, pardon. La personne la plus importante souvent dans ce domaine, c'est le responsable de l'organisation du secteur opératoire qui doit pouvoir bénéficier d'une autorité certaine dans un certain nombre de cas pour imposer les modifications. C'est particulièrement vrai dans le cadre de blocs d'urgence mutualisés où il va falloir discuter, dans un certain nombre de cas, des priorisations des actes entre la fracture du col du fémur et l'ulcère perforé. Mais ces règles communes de priorisation des urgences seront d'autant mieux acceptées qu'elles auront été anticipées et qu'on n'attendra pas d'être confronté à une situation particulière pour s'affronter sur qui passe le premier. La conciliation médicamenteuse, en d'autres termes, la continuité du traitement personnel du patient, je crois que, bon, c'est vrai qu'il faut préciser le professionnel qui en est chargé, mais enfin, il apparaît relativement évident que la majorité des chirurgiens ignorent tout des médicaments, en dehors de quelques antibiotiques, quelques antalgiques et encore. Et donc, la compétence veut que le professionnel qui va assurer la plupart du temps la responsabilité de la conciliation médicamenteuse sera l'anesthésiste. L'organisation du secteur d'activité permet à tout moment et pour tout patient opéré ou sous surveillance l'identification de l'anesthésiste réanimateur et du chirurgien qui assure la continuité des soins. Ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans cet après-midi. Vous vous souvenez peut-être qu'à un certain moment, il y avait des discussions où les anesthésistes faisaient l'acte opératoire, mais peut-être le J1, peut-être. En vérité, la discussion est extraordinairement simple. Ça a été rappelé, je crois, tout à l'heure par le GES, c'est que tout acte qui a été réalisé engage la responsabilité de celui qui l'a fait dans les 14 jours qui suivent. Donc le problème est très simple. La surveillance post-opératoire doit être anesthésique et chirurgicale, concertée, bien évidemment, puisque ces surveillances font appel aux compétences de l'un et de l'autre, ou de l'une et de l'autre. Et donc il est clair que c'est la surveillance partagée qui est la règle, et pas la surveillance de l'un aux dépens de l'autre. La checklist, vaste sujet, ça a déjà été évoqué. En fait, quand on regarde la nature des événements indésirables qui surviennent en post-opératoire, la plupart du temps, ces événements auraient pu être anticipés et prévenus par une bonne mise en œuvre de la checklist. Et donc, finalement, l'insistance que l'on pourrait faire sur le respect de la checklist, et notamment pas seulement sur les cases à cocher, mais sur l'esprit qu'elle représente, eh bien, pourrait déjà diminuer pas mal d'événements indésirables, notamment par rapport au temps 2 et notamment par rapport au temps 3 de la checklist. Je vous rappelle que le temps 3 de la checklist, c'est la décision partagée en salle d'opération par l'anesthésiste et le chirurgien vis-à-vis des prescriptions post-opératoires. Et donc, normalement, la majorité des risques post-opératoires devraient être prévenus dès la sortie de la salle d'intervention, sans attendre quoi que ce soit d'autre ultérieurement. Les procédures et protocoles de prise en charge font appel à l'intervention des compétences des uns et des autres. Je crois que ce qui est important, c'est que le rôle de chacun soit défini. Ce ne sera pas toujours le même. Dans certains cas, ce sera
l'un qui assurera la responsabilité, dans d'autres cas ce sera l'autre. Le principal, c'est que ça a été discuté et que les responsabilités des uns et des autres soient connues et soient respectées dans la prise en charge de chaque patient individuel. Et donc, bon, là il y a la liste des traitements qu'il est nécessaire d'avoir définie, puisqu'il apparaît que c'est au travers de la prise en charge de ces traitements qu'il peut y avoir un certain nombre d'événements indésirables. L'organisation de la sortie du patient, elle doit être anticipée. Les mauvaises conditions de sortie des patients, c'est toutes celles qui sont en général décidées à la dernière minute. En fait, les prises en charge, et en particulier les prises en charge protocolisées aujourd'hui, devraient permettre d'anticiper complètement, bien sûr, la date de sortie, mais surtout les conditions de la sortie et la façon dont la qualité sera de règles en matière de sortie, elle est complètement anticipable, pratiquement avant même l'entrée du patient. Alors, bien évidemment, il y aura des sorties non programmées, ça existera, mais à ce moment-là, la règle est simple, c'est celui qui la décide, qui en assume l'organisation. Un point important, c'est la survenue des événements indésirables associés aux soins. Il y en a un certain nombre, malheureusement, qui vont survenir en paire opératoire. Et donc, il est important que ce ne soit pas une cause de conflit entre anesthésistes et chirurgiens. Et lorsque survient un événement indésirable associé aux soins au cours d'une intervention, il est absolument impératif que l'échange entre médecins, anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens ait eu lieu pour savoir qui se chargera de sa déclaration, dans quels termes, quelle sera l'information qui sera donnée au patient ou au représentant légal. Et donc il faut absolument, vous savez comme moi, que dans bon nombre de situations, ce n'est pas tellement l'événement indésirable qui a été la cause du conflit, que le fait que la communication sur l'événement indésirable s'est faite de façon séparée, pas dans les mêmes termes, et évidemment, quand ce n'est pas dans les mêmes termes, les gens qui en ont été victimes se doutent qu'il doit y avoir quelque chose de bizarre, puisqu'ils n'ont pas dit les mêmes choses à propos du même événement. L'analyse régulière des événements indésirables, bon, ce sont les RMM, dont vous savez comme moi qu'elles sont obligatoires dans l'activité chirurgicale ainsi que dans l'activité de réanimation. Bien évidemment, c'est comme la checklist, il ne suffit pas que les choses soient obligatoires pour que la règle soit respectée. Je pense que c'est un problème de culture. Tant que les médecins ou les équipes de médecins n'auront pas compris que c'est à partir de l'analyse de leurs événements indésirables qu'ils sont capables de s'améliorer, bien on continuera à avoir des gens qui pensent qu'il faut uniquement se satisfaire d'obligations réglementaires et pas de modifications culturelles. Les anesthésistes, réanimateurs et les chirurgiens doivent participer au conseil de bloc opératoire et pas envoyer le plus jeune dans le grade le moins élevé parce que ça ne sert à rien et qu'il n'a pas de pouvoir de décision. Tous les critères précédents et les modalités de mise en œuvre doivent aboutir à une charte de fonctionnement et d'organisation interne qui doit être légitimée à la fois par la commission médicale d'établissement ou le conseil médical d'établissement selon l'exercice public ou privé et le directeur de l'établissement de santé. Elle est diffusée à tous les acteurs, elle engage les médecins du secteur et cette charte en outre rappelle le respect que chacun doit à l'autre, doit à la compétence de l'autre, l'écoute, les échanges d'informations, le fait que la vigilance de tous est utile pour détecter et signaler les événements indésirables, que les modalités de communication, les conditions dans lesquelles les uns et les autres communiquent leurs absences ou la façon dont ils envisagent leurs absences est une bonne façon de gérer les programmes opératoires, et enfin que la sécurité est l'affaire de tous les professionnels sans exception. Alors quand on a eu produit ce document, bien évidemment, la question qui nous a été posée a été de savoir quelle forme on souhaitait lui donner. Les conditions dans lesquelles il a été produit ont fait qu'on l'a conçu comme un outil d'amélioration des pratiques professionnelles, c'est-à-dire qu'à partir du document que je viens de vous présenter, chacun et chacune dans son équipe a toute liberté de comparer et d'analyser son propre fonctionnement, de voir comment ça marche. Est-ce qu'on est exactement dans le cadre qui a été défini? Est-ce qu'on est à distance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger? Et donc ça doit être conçu comme un outil d'amélioration des pratiques professionnelles. Ça a été validé par aujourd'hui tous les organismes accréditeurs des spécialités, il y en a 18. Ça a été relu et validé par le Conseil national de l'ordre des médecins. Ça a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé le 18 novembre 2015. Et aujourd'hui, on en est au stade de la promotion et de la diffusion. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, M. Millat. Et on va demander donc à Claude Escoffet ce qu'il en pense.
Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, ces recommandations de sécurité des soins HAS répondent à des questions qui sont posées après mon topo. Effectivement, en tout cas, sur le champ, il y a le champ de la chirurgie, il y a le champ de l'anesthésie. Clairement, pour le travail en équipe, du côté anesthésie, on voit que clairement, nous, on doit s'organiser effectivement pour qu'il y ait de traçabilité des informations. Côté de chirurgie, c'est la même chose, et à un moment donné, il faut croiser les informations. Je vous fais remarquer que, en fait, l'HAS travaille avec les organismes d'accréditation. Donc nous, la SFAR, Société Savante, on s'est inclus dans ce système-là parce que clairement le discours de la SFAR depuis 2010, c'est de dire les anesthésistes réanimateurs doivent être dans le post-opératoire. Alors je ne dis pas que ça se fait dans tous les établissements, tous les services, mais le message délivré par la Société Savante, c'est qu'il faut être présent dans le post-opératoire et on le renforce encore plus avec les nouveautés sur la réhabilitation rapide après chirurgie. Des questions? Je ne peux pas ne pas vous féliciter pour ce travail qu'on suit tous depuis des années, depuis le rapport du Conseil de l'Ordre, qui est une évolution, qui est une progression. Mais quand je lis la fin de votre... me pose le problème il est en fait philosophique, mieux travailler en équipe. Et je me pose toujours le même problème, si vous voulez, de la définition et la différence entre un équipage et une équipe. Et je rappelle l'article 64 du Code de déontologie qui dit que chaque membre d'une équipe doit y travailler et y participer volontairement. Et je crois que là, on est dans un des problèmes, un élément clé, notamment en milieu hospitalo-universitaire, c'est qu'en principe, les acteurs, on l'a déjà abordé tout à l'heure en disant, un chef de service d'un grand pôle d'anesthésie comme vous êtes peut dire, je vais mettre tel anesthésiste dans tel endroit, etc. Et donc, il va créer une équipe. Mais est-ce qu'il crée faire des procédures qu'on crée un équipage? On va dans l'aéronautique, tandis que le problème que pose la vie quotidienne, c'est justement cette relation d'équipe, c'est-à-dire d'échange intellectuel dans un problème donné, qui va au-delà des procédures dans une situation qui n'est pas compliquée mais qui est complexe. Et j'avoue que depuis le temps que je travaille là-dessus, que je lis, que j'essaye d'écrire des articles, je me pose toujours le problème de comment passer au plan humain, c'est-à-dire former une équipe et non pas un équipage. Quelle est votre opinion là-dessus? Je rajouterai une dernière chose, si on compte l'article 64, obligatoirement, même si vous formez votre équipe, en garde en urgence, étant donné qu'il sera... Un des membres de l'équipe sera défaillant puisqu'il sera en repos compensateur, par exemple. Vous allez devoir mettre un membre qui est extérieur à l'équipe. Et s'il refuse de venir, alors qu'il doit obéir à l'article 64, il peut être condamné pour avoir non-assistance, enfin pas non-assistance, mais non-participation, je veux dire, aux travaux de l'activité chirurgicale. Donc je trouve là, il y a un complexe extrêmement ambigu que j'arrive pas à comprendre et que j'arrive pas à résoudre, surtout. Alors, à mon avis, il y a, je dirais, trois c'est pas des réponses, puisque si ça fait longtemps que vous posez la question, je ne vais pas vous apporter la réponse en 3 minutes. Enfin, quelques éléments de réponse. La première, c'est que déjà, entre médecins anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens, ce sont des gens qui, par leur système même qui aboutit à leur formation, se sont formés comme individus. Et qui, à aucun moment de leur formation, je veux dire de leur parcours personnel, n'ont été sollicités ou n'ont reçu d'informations sur la façon dont on travaille en équipe. Autrement dit, travailler en équipe, c'est pas uniquement parce qu'on se retrouve avec plusieurs dans la même pièce. Travailler en équipe, c'est avoir appris à communiquer, à avoir respecté les autres, savoir comment on gère une chose ensemble. Et ça c'est des choses qui ne sont pas encore inscrites dans la formation des praticiens. La deuxième remarque, c'est une forme de définition. C'est une définition de l'équipe. Alors, il y en a une, moi, qui me semble correspondre bien à la réalité. C'est finalement une somme de compétences individuelles qui a abouti à une compétence collective. C'est-à-dire que finalement, la réalisation d'un acte ou la prise en charge d'un patient, aujourd'hui, ne peut pas être le fait d'une seule compétence individuelle. C'est nécessairement une somme de compétences individuelles. Et le but de l'équipe, c'est d'aboutir à une compétence collective. Autrement dit, que ce soit un individu collectif qui a assuré la totalité de la prise en charge. Et bon, c'est pas une... Vous y trouverez peut-être votre compte, peut-être pas, j'en sais rien. Mais enfin, à mon sens, c'est ce qui correspond le mieux à la réalité. Et ma troisième remarque, elle concerne les établissements dans lesquels nous travaillons. Ça fait des années que je montre, je crois démontrer que finalement, la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients passent par l'amélioration de notre travail en équipe et pas par l'amélioration des compétences individuelles. Or, je prétends que la seule personne, probablement d'un établissement, qu'il soit public ou privé, qui se soucie fort peu de l'équipe, c'est le directeur des ressources humaines. C'est-à-dire que, finalement, il gère des individus, il gère des postes, il gère
Et rien ne l'empêchera de prendre la décision de remplacer une infirmière de bloc opératoire d'orthopédie par une infirmière d'ophtalmo, sous prétexte que finalement le planning ou la satisfaction des horaires justifie cette décision. Et donc je pense qu'une bonne façon de progresser en matière de qualité et de sécurité des soins consisterait à ne plus en faire exclusivement un problème des médecins et des infirmières, mais en faire également la responsabilité des responsables administratifs, des responsables financiers, des responsables tout venant des établissements. C'est-à-dire du leader de l'équipe, parce que le problème c'est qu'il faut un leader. Et comment ce leader va-t-il... Parce que s'il y a un leader, à la limite, tout le monde a peur. C'est le problème de l'expérience du commandant de bord à qui on n'ose pas dire « Mais monsieur, vous ne faites pas bien », on nous le répète souvent. Donc comment faire évoluer, et ça c'est une question de formation, mais qui va effectivement, depuis, j'allais dire, l'enfance, c'est la faculté et les relations qu'on doit avoir au début qui n'ont pas été comme ça. Absolument, mais les enseignements qui apprennent, parce que ça existe déjà dans un certain nombre d'autres pays, mais les enseignements qui apprennent aux étudiants en médecine à travailler en équipe, leur apprennent également le sens du leadership et le sens du fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui décide. C'est un des meilleurs exemples du leadership qui doit se décider de façon quasi instantanée, c'est les prises en charge des polytraumatisés. Où finalement, si au niveau du polytraumatisé, vous restez avec un anesthésiste réanimateur d'un côté, un orthopédiste de l'autre, un neurochirurgien d'un troisième, un viscéral du quatrième, et qu'il n'y a pas de leadership là-dedans, je pense que le pronostic du malade est très engagé. Et donc, je pense que la capacité à travailler en équipe, c'est notamment en fonction des circonstances, en fonction de l'acte programmé, l'acte en urgence. À chaque fois, il faut effectivement que l'équipe, elle se retrouve au travers d'un leader. Alors, moi, je voulais réagir là. Oui, excusez-moi, malgré mon ancienneté, si je puis dire, je voulais d'abord dire que le document que vous avez présenté, de référence, c'est un document référent, est véritablement un guide qu'il faut que tout le monde connaisse dans les services, quels qu'ils soient. Simplement, je voudrais dire, et ça a été évoqué par Richard Villet, c'est qu'il faut quand même que pour que le bateau avance convenablement, qu'il y ait un capitaine, un responsable de l'équipe, qui est, et je crois que ça a été très peu évoqué, je crois cet après-midi, sur la responsabilité qui incombe à un chef de service, puisque ça existe encore, enfin, disons plus ou moins, dans les CHU, et que c'est véritablement un point, à mon avis, essentiel, d'avoir un responsable qui aura la capacité de véritablement faire appliquer toutes les règles parfaites que nous avons entendues aujourd'hui. Et puis il y a un dernier point, qui n'a pas été souligné, c'est que cette équipe, il faut qu'elle fasse régulièrement son bilan, collectivement. C'est-à-dire que, et je voudrais évoquer à cet égard la mémoire de notre ami Proy, notre ancien président, qui était un des premiers, je crois, en France, à avoir mis en place à Lille une évaluation régulière de ce qui s'était passé en bien et surtout en mal, éventuellement dans le service. Voilà, je m'arrête là. Oui, j'ai assez fait de réflexion. Deux réponses très brèves. À la deuxième partie, j'ai évoqué la nécessité ou l'intérêt de ces réunions de morbimortalité. C'est précisément un moment privilégié pour que l'équipe en totalité, et pas seulement les chirurgiens entre eux pour analyser leurs complications, mais que l'équipe en totalité analyse son fonctionnement. Ma remarque complémentaire, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'attendre d'avoir des pépins pour analyser l'équipe, et que de temps en temps se réunir et pour se conforter dans les succès, c'est pas mal non plus. L'autre remarque, c'est que sur la première partie de votre remarque, vous avez évoqué le fait du chef de service, dont l'existence a été fortement remise en cause par des restructurations qui ont éloigné de plus en plus la hiérarchie, autrement dit le chef de pôle. Vous prêchez un convaincu. Je suis convaincu que la sécurité ne se discute pas au niveau des pôles, mais au niveau des unités fonctionnelles médicales. Et je pense que la granularité de la sécurité des soins, c'est au niveau de ce que nous appelions classiquement les chefferies de service et les services, avec, en complément du chef de service, un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est le cadre de proximité. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être une bonne réforme en matière de sécurité, consisterait à ramener dans les services
les cadres de proximité, que leur fonction, la façon dont l'administration se les a appropriés, a éloigné progressivement de leurs responsabilités en matière de soins, de supervision. Ouais, le tableau Excel, la gomme et le crayon pour les plannings, c'est tout. Je voulais apporter 2-3 remarques. La première, c'est qu'une nouvelle fois, tout a été écrit dans le code de déontologie. Et l'avantage de la charte, c'est que vous ressortez les éléments importants et vous les rappelez aux collègues. Mais relisez, que les collègues relisent le code de déontologie, tout est écrit. C'est la première chose. La deuxième chose, vous dites, il y a un engagement d'équipe, mais il reste une responsabilité individuelle. Et j'ai quelques dossiers de sinistres où un anesthésiste a réalisé l'anesthésie proposée en consultation et il est reproché par l'expert qu'il aurait dû changer ce jour-là. Il a dit oui, mais en consultation, on avait informé d'une AG, et donc j'ai fait une AG alors qu'une rachie était plutôt indiquée. La troisième chose, c'est que aujourd'hui, on manque de contact direct. Et il faudrait insister dans la charte sur le fait qu'un chirurgien doit contacter directement l'anesthésiste et pas passer par un tiers, que ce soit l'infirmière ou parfois un brancardier ou autre chose. On manque de contact direct entre le chirurgien et l'anesthésiste. Troisièmement, la traçabilité. Il y a trop de dossiers de mise en cause où les confrères n'ont rien marqué dans les dossiers. On ne peut pas les défendre 3 ans, 5 ans, et vous l'avez marqué dans la charte et c'est très important. Et enfin, au bloc opératoire chez nous, on a mis en place une autorité de bloc opératoire avec la surveillante, un chirurgien élu, un anesthésiste élu, et ces trois-là ont la possibilité d'arrêter le programme opératoire quand ils estiment nécessaire pour prendre une urgence, et tout le monde doit respecter cette autorité. Oui, non, 2 points. Oui, 2 points simplement. C'était d'une part sur la formation sur laquelle tu as insisté, et je pense que c'est indispensable qu'au niveau des internes, au niveau de la formation et ensuite au niveau de l'équipe pratique pendant l'internat, on apprenne toutes ces notions-là. Parce que ce sera d'autant plus facile qu'ils l'auront entendu à plusieurs reprises, plutôt que de rattraper le retard qu'on a là-dessus. Le deuxième point où je suis un petit peu en discordance avec toi, c'est à propos de la DRH. Je pense qu'il est important qu'au niveau des hôpitaux, les techniques qui permettent de former des équipes ou d'entraîner des équipes aident les équipes médicales à faire. Je pense que c'est important. Mais personnellement, moi, à partir de l'expérience du pôle, j'étais chef de pôle, on avait réussi dans le cadre du pôle, alors sur ce que tu as dit dans le service, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais dans le cadre du pôle, on avait justement passé de l'hôpital à la conjonction de plusieurs services, toute la partie qui servait justement à définir des équipes entre elles, parce que le problème dans les hôpitaux, c'est que le DRH, il s'occupe énormément du personnel non médical, du personnel administratif, quasiment jamais du personnel médical, et ils n'ont pas l'habitude et la formation pour ça, et en plus de ça, je crains que sur le plan psychologique, si les DRH des hôpitaux s'occupent des médecins, en plus, ça soit mal ressenti. Sûrement à tort pour certains et pas pour d'autres, mais tu vois ce que je veux dire. L'équipe, elle n'est pas que médicale. L'équipe, elle est pluriprofessionnelle. Non, mais l'équipe, elle est pluriprofessionnelle. Mais je veux dire, normalement, enfin, si on nomme des chefs de service qui sont incapables de parler avec leur personnel non médical, c'est que peut-être on n'a pas fait bien de nommer ces gens-là chefs de service. Et je pense qu'on peut très bien, même en tant que médecin, parler à des personnels non médicaux. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Sinon, la formation... Un dernier point, je ne voudrais pas lancer de polémique pour répondre à Richard Villet. La meilleure façon de travailler, mais elle est devenue utopique, c'est le travail en binôme. Quand on a fait notre journée de la fédération, on avait fait un recensement qui montrait que 8% des établissements travaillaient encore en binôme, mais il est à parier qu'il n'y en aura pas beaucoup dans les années qui viennent. Mais c'est très important parce que ça permet de lancer la responsabilité collective. Nous, on a lancé la réhabilitation rapide après chirurgie dans un établissement où il y a une dizaine de chirurgiens digestifs et 15 anesthésistes qui travaillent tous en binôme. Et bien, à partir d'une équipe, tout le monde s'est approprié la réhabilitation rapide. Ça, c'était un commentaire. Je voudrais demander à Bertrand Millat, en tant qu'expert judiciaire, on est confronté souvent au problème de la validité des recommandations et tout le monde s'accorde à dire que les recommandations de la HAS n'ont pas valeur de recommandation. En revanche, dans la mesure où ce texte a été élaboré par les organismes accréditeurs qui ont rang de société savante, est-ce que ce texte pourrait être considéré comme ayant valeur de recommandation puisqu'il est labellisé par toutes les sociétés savantes ?
Alors, il est labellisé, mais il n'est pas labellisé, enfin, il ne peut pas être une recommandation au sens HAS du terme, parce que ce que la HAS appelle des recommandations, c'est des documents qui sont établis à partir de niveaux de preuve. Autrement dit, c'est pas du tout la façon dont ça a été travaillé. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être étiqueté recommandation. Alors, tu peux mettre tous les noms que tu veux dessus, préconisation, solution sécurité patient, puisque c'est la terminologie HASienne qui est employée. Moi, je vais te donner la façon dont moi je le vis, c'est-à-dire que premièrement, c'est pas opposable, et deuxièmement, ce sont des conseils dont il est difficile de se passer. C'est-à-dire que, parce que je pense que si on les a écrits, si on a mis le temps de réflexion, de concertation, etc., finalement, je pense que chaque individu dans son coin, il devrait avoir beaucoup de mal à se priver des conseils que l'on propose, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait, c'est pour ça qu'on l'a mis en outil d'évaluation des pratiques professionnelles. C'est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, on ne vous impose pas quelque chose. La checklist imposée, ça ne marche pas. Donc, l'idée, c'est de dire aux gens, appropriez-vous ce document, regardez ce qui est proposé, regardez comment vous fonctionnez et essayez de corriger l'écart. Merci beaucoup.